Chers amis, bonjour. Je vous remercie de m'accueillir pour cette petite présentation sur les cabinets de curiosité. C'est moi qui ai choisi le sujet pour une raison simple, c'est que je suis un passionné de cabinets de curiosité. Je voulais, avant de démarrer et de vous présenter un petit peu le plan de ce que je vais vous dire, faire une petite présentation de la rencontre que j'ai eue il y a à peu près une quinzaine d'années avec une personne que vous avez tous connue, qui est évidemment votre ancien président, Jean-Denis Bergas. Je l'ai rencontré à Montpellier lors d'un déjeuner, et lorsque nous avons évoqué ensemble les cabinets de curiosité, il m'a proposé d'écrire un article, ce que je n'ai jamais eu le temps de faire. Donc je voulais lui dédier ce petit exposé avant de le démarrer. La curiosité, c'est un sujet qui est tellement vaste que de le traiter en à peu près 30 minutes, c'est ce qu'on m'a donné, entre 30 minutes et un quart d'heure, c'est pratiquement impossible. Je vais donc essayer d'être extrêmement concis, ce qui n'est pas ma nature, et vous présenter ces endroits qui sont absolument extraordinaires, qui existent à peu près dans toute l'Europe, à partir, dit-on, de la Renaissance. Pourquoi s'arrêter finalement à la Renaissance? Je voudrais juste parler pour démarrer, du nom même, enfin de l'intitulé, les cabinets de curiosité. Cet endroit qui se veut intime, je vous rappelle que le cabinet c'est aussi l'endroit où nous allons tous chaque jour, qui est un endroit intime, un endroit où l'on est tout seul. On le retrouve aussi, ce mot, dans le cabinet des ministres, dans le cabinet de travail. C'est donc un mot qui est très important dans la mesure où il fait allusion à l'intimité et, je dirais, au secret. C'est-à-dire, le cabinet des ministres, c'est forcément un endroit où se réunissent des personnes qui ont à parler de choses sérieuses, enfin on espère, et le cabinet de travail, c'est le lieu où on aime, je suis d'ailleurs certainement dans un cabinet de ce type-là aujourd'hui en vous parlant, c'est un endroit où l'on aime travailler tranquillement. Donc l'idée du cabinet de curiosité, c'est vraiment un endroit intime qui va être constitué par des collectionneurs, des curieux. Mais ce que je voulais dire en démarrant, c'est que on considère que c'est surtout un phénomène de la Renaissance. Vous allez voir à travers ce que je vais vous dire que ça n'est pas du tout simplement un outil de travail de la Renaissance inventé par les hommes de la Renaissance et quelques femmes de la Renaissance. Finalement, quand on reprend la nature humaine, enfin, l'évolution des sociétés humaines, initialement, on a évidemment la famille. Ensuite, à partir du néolithique, se constituent des clans. Je pense très sincèrement, et évidemment d'autres spécialistes de ces sujets pensent exactement la même chose, c'est-à-dire que la collection, ce n'est pas quelque chose qui concerne uniquement la Renaissance. Les sociétés humaines se sont organisées, on est passé de la famille au clan, à partir du moment où des clans doivent défendre d'autres personnes, doivent défendre leur territoire, doivent défendre leur subsistance tout simplement. Il y a forcément des guerres, et les guerres sont certainement les premières raisons pour lesquelles des êtres humains commencent à collectionner. Et évidemment, à partir du moment où un chef arrive dans un clan, la première chose qu'il va faire pour asseoir sa puissance, c'est de récupérer sur son adversaire des objets. Évidemment, ce ne sont pas des objets anodins, ce sont des armes, ce sont des armures, mais plus on avance dans le temps, évidemment, quand on regarde aujourd'hui tout ce qui est découvert dans les fouilles, ce sont aussi des outils, des objets qui concernent toute la vie des personnes. Et évidemment, quand on est un chef, on ne s'attarde pas à récupérer des objets du quotidien, on s'attache à récupérer tout ce qu'il y a de beau. Si on progresse un petit peu dans le temps, évidemment, on va se rendre compte que le trésor de guerre, parce qu'il s'agit bien de ça, le trésor de guerre est de plus en plus affiché dans des temples, par exemple. Certains temples affectent une salle à la présentation du trésor de guerre. Et si on progresse évidemment dans le temps, on va arriver à cette période médiévale où les premiers trésors des cathédrales, il suffit d'aller à Conques, de voir aujourd'hui ces merveilles qu'il y a dans le trésor de Conques pour se rendre compte
que c'est aussi un instrument de puissance. La chrétienté, avec tous les grands monarques, entre guillemets, de la chrétienté accumule beaucoup de richesses. On les retrouve dans les trésors des cathédrales, je vous le dis, allez à Conques, vous verrez un échantillon absolument extraordinaire d'œuvres médiévales. Il s'agit évidemment de chasses dans des matériaux nobles. L'or, ce sont des vitres fabriquées dans du quartz, dans la masse. Ce sont des chasses qui sont agrémentées de pierres semi-précieuses. Donc évidemment que l'Église assoit sa puissance en collectionnant, en affichant des objets absolument merveilleux. Alors évidemment, si on parle de la Renaissance, il doit y avoir une mutation. La raison pour laquelle, à la Renaissance, on commence à constituer des collections importantes, c'est la motivation qui est différente. On a souvent fait, je pourrais vous montrer un livre qui est celui de Schnapper. Ce livre, je vous le représenterai après. Schnapper, mais également Adalgia Lugli, qui est une grande spécialiste de ces périodes-là, considère que le cabinet de curiosité, c'est quelque chose de très élitiste. Évidemment, parce que, comme je viens de vous le dire pour l'Église, comme je viens de vous le dire pour tous les chefs gaulois et antérieurs qui ont accumulé des richesses, ça n'est pas n'importe qui s'occupe, enfin qui crée dans sa maison, dans son logis, dans son château, qui crée un cabinet de curiosité. À la Renaissance, la seule chose qui change, c'est la motivation. La motivation, c'est simple, c'est qu'on passe de la période médiévale avec cette chape de plomb imposée par l'Église qui fait que les idées n'ont que très peu de chances de sortir, je dirais, des livres, à une période où précisément les hommes, un certain nombre d'hommes, des princes initialement, mais également ensuite les savants, tous ceux qui s'imposent petit à petit dans la société civile pour prendre des positions importantes, les professeurs d'université, les astronomes, éventuellement les astrologues, etc. Tous ces gens qui ont une intention précise, c'est de faire évoluer la connaissance suite à cette période médiévale qui a été lourde pour la connaissance. Le cabinet de curiosité, c'est quelque chose qui apparaît d'abord en Italie, qui va se répandre ensuite dans les pays germaniques, et que l'on retrouve peu après, c'est pratiquement simultanément en même temps en France, mais dans une forme un petit peu différente. Tous les grands princes d'Europe, cela va évidemment chez les Italiens, des Sforza, évidemment des Médicis, ce sont des grandes familles qui accumulent beaucoup de richesses, qui créent ce qu'on appelle en Italie les studiolo. En Allemagne, ce sont évidemment les grandes familles, et en particulier les Habsbourg, qui accumulent des richesses, qui accumulent des œuvres d'art absolument exceptionnelles. Je vais en citer deux qui me paraissent très importants. Le premier, c'est Rodolphe II de Prague, qui est donc l'empereur du Saint-Empire germanique. Rodolphe, qui a un caractère assez impossible, il a été en quelque sorte caricaturé par Arcimboldo, puisqu'il l'a représenté, sa figure, avec, donc à partir de légumes et de fruits. C'est un personnage très particulier. On pense qu'il est d'ailleurs probablement malade psychiatriquement. N'empêche qu'il accumule énormément de richesses. Il a constitué certainement l'un des plus importants cabinets de curiosité d'Europe à cette époque-là. Je ne vais pas d'ailleurs vous citer beaucoup de dates parce que ce sont des choses que l'on oublie. Je vais essayer de le faire progressivement dans le temps pour vous montrer que cette constante existe dans toute l'Europe à travers ces hommes et ces rares femmes, malheureusement. Donc, que cette constante de l'accumulation a pour but quand même d'élever les êtres humains vers plus de connaissances. Un deuxième, c'est l'oncle de l'empereur. C'est aussi un Habsbourg, c'est simplement Ferdinand II. Vous connaissez sûrement le château d'Ambras, un château qui a été construit à une époque pour accueillir les collections
donc, de Ferdinand II. Ferdinand II constituera un ensemble, enfin un cabinet de curiosité qui regroupe un ensemble d'œuvres absolument exceptionnelles. Et il s'agit aujourd'hui encore d'ailleurs du seul cabinet maintenu dans l'état de cette période-là. Pourquoi on parle de cabinet de curiosité, de Wunderkammer en Allemagne et de Studiolo? Tout simplement parce que en France et quelque part en Angleterre, c'est une reprise du mot français. Le cabinet de curiosité devient le Curiosity Cabinet. En Allemagne, c'est le Wunderkammer. Le Wunderkammer, c'est un ensemble c'est ce qu'on appelle la chambre des merveilles. Ce que l'on essaye de regrouper, c'est évidemment tous les objets les plus précieux de l'époque. Eh bien, on le fait encore une fois par élitisme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on passe de ces trésors de cathédrales qui ont pour objectif de valoriser un petit peu la religion, enfin le monde catholique. On passe des chefs à ces chefs religieux, on passe de ces chefs religieux à ces chefs du pouvoir temporel. C'est pour cette raison qu'on considère effectivement tout à fait au début de la Renaissance que ces cabinets sont très élitistes. Et on pourrait croire qu'effectivement, petit à petit, ça va s'effriter, que petit à petit, d'autres personnages vont s'intéresser à ça. Évidemment, si on prend des personnes comme Ulysse Aldrovandi, dont je vais vous parler, si on prend des gens comme Nicolas Fabry de Peiresc, ce sont des personnages qui n'ont pas la même position sociale que les rois, que les princes. En revanche, ça reste quand même effectivement des gens qui se retrouvent entre eux, des savants. C'est quand même encore, effectivement, le cabinet de curiosité, quand même encore jusqu'à la fin du 19e siècle, du 18e siècle, pardon, reste encore quelque chose d'extrêmement élitiste. Je voudrais vous parler donc de quelques personnes qui me paraissent absolument essentielles. Vous avez vu que c'est européen, c'est un phénomène qui est européen, Italie, Allemagne. Je dirais Allemagne, c'est plutôt le monde germanique, hein, l'Autriche, etc. La France, et un petit peu après l'Angleterre. Curieusement, je fais juste une parenthèse, l'Espagne échappe un petit peu à ce phénomène. Même à la Renaissance, il y a extrêmement peu d'exemples de cabinets de curiosité. Un à Saragosse, il y en a quelques-uns à Madrid. Et la raison expliquée par un certain nombre d'historiens, c'est simplement qu'à cette période, la transmission du savoir en Espagne se fait beaucoup plus par les livres que par l'objet. C'est ce qui explique en partie la raison pour laquelle on trouve très peu de cabinets de curiosité en Espagne et que je ne vous en parlerai pas donc. Je vais parler directement de l'Italie, avec un personnage qui me paraît absolument incontournable. Je ne vais pas vous raconter toute son histoire. Je vais pointer chaque fois, pour tous ces personnages, les points qui me paraissent le plus importants. Ulysse Aldrovandi, c'est un personnage absolument exceptionnel, car dès le départ, lorsqu'il accumule, lorsqu'il commence sa collection, il a l'ambition de rassembler dans ses collections l'ensemble de productions naturelles, d'histoires naturelles qui existent dans le monde. Il ne voyage pas, donc il s'appuie évidemment sur des personnes diverses et variées, des savants, des voyageurs, auxquels il va acheter des objets. Il va constituer quand même un cabinet de curiosité qui représentera à peu près 18 000 objets. Il a une intention, dès le départ, c'est de casser, d'en finir avec la fable mythologique de l'Antiquité, qui s'est repris ensuite, qui s'est perpétuée au Moyen-Âge. Son objectif, c'est vraiment un objectif presque scientifique. Il veut que l'on cesse de croire à des choses qui ont été inventées par les grands mythes et perpétuées par les grands mythes de l'Antiquité. Et c'est pour cette raison que tous ces objets ont une intention, c'est d'enseigner, de montrer de quoi est fait notre monde à d'autres. Et il a une autre caractéristique, Aldrovandi, c'est que avec la puissance financière qu'il a, il va faire graver à peu près 3000 de ces objets sur bois. Il crée ce qu'on appelle les pinacothèques. Donc, vous savez que la pinacothèque, c'est un endroit mythique, puisque sur l'acropole d'Athènes, avant les propylées, est construit donc une pièce dans laquelle on va accueillir les pinathekos, qui sont donc des œuvres sur bois, en général, ou sur cuir, qui sont donc des peintures, ça veut dire peinture, et qui sont accueillis dans un endroit
qui est donc le tekkei, hein, c'est donc la boîte dans laquelle on les met. En gros, donc, les pinakothèques, pinakothèques, créées par Aldrovandi, vont accueillir 3000 de ses œuvres. Progressivement, il va les faire exposer. Mais surtout, son intention, c'est bien de diffuser cette information scientifique à tous ceux qui le demandent. Et donc, il fait imprimer, à partir de ses œuvres, 3000, ça représente une somme considérable, un coût considérable, et donc il va les diffuser dans toute l'Europe. Cela ne l'empêche pas, malheureusement, de faire passer un certain nombre d'informations fausses, encore fausses, qui n'ont pas encore été démontrées comme étant fausses par ses contemporains. C'est par exemple une de ces gravures qui représente le dragon. Le dragon, c'est un mythe qui vient de l'Asie, qui est acheminé par tous les canaux habituels vers l'Europe, et on retrouve cet animal mythique, un peu curieux, dans les publications qu'il fait, qu'il diffuse après dans l'Europe. Je vais vous parler d'un autre personnage que l'on voit assez régulièrement. Il suffit de taper dans Google « cabinet de curiosité », vous allez voir apparaître souvent une image qui est le cabinet de curiosité d'un personnage assez étonnant qui s'appelle Ole Worm. Ole Worm, c'est un médecin, il a une certaine fortune, il constitue un cabinet de curiosité, et en particulier de curiosité naturelle assez conséquent. Et il va être l'un des premiers à faire l'inventaire de sa collection. Alors je dis bien inventaire parce qu'on parle ensuite plutôt de catalogue. La différence, c'est que l'inventaire, c'est juste une liste d'objets. Le catalogue, c'est quelque chose qui est beaucoup plus détaillé avec des images. N'empêche que tous les catalogues, quels qu'ils soient, ou les inventaires, sont agrémentés en première page de ce qu'on appelle un frontispice. Le frontispice, c'est une gravure qui va montrer donc ce qu'il y a dans le cabinet de curiosité et qui va quelque part prouver l'intérêt du curieux pour un certain nombre de choses. Ainsi, pour Ole Worm, ce qui est intéressant, c'est que dans la gravure, on voit au plafond, ce sont des endroits évidemment des sortes de choucroutes garnies, dans lesquels il y a beaucoup d'objets. Au plafond, vous avez l'éternel canot, vous avez évidemment l'incontournable crocodile, vous avez des carapaces de tortues, vous avez des animaux que l'on connaît très mal à l'époque, comme le diodon, qui sont des poissons avec des piquants un peu partout. Et donc c'est un peu une première. Cet art du frontispice, c'est quelque chose qui se perpétue jusqu'au XVIIIe siècle et même après. Je vous signale juste que, par exemple, Boucher fut un très grand créateur de frontispices. Il peindra des frontispices pour des catalogues importants, notamment celui de Gersaint, qui est un grand marchand qui va vendre la collection d'un des grands collectionneurs de coquillages de l'époque. Et donc ce sont des œuvres d'art pratiquement. Et donc celui de Ole Worm est très connu. D'ailleurs, Ole Worm, c'est un Danois. Il installe son cabinet de curiosité à Copenhague. Et si vous allez un jour au musée de Copenhague, eh bien vous voyez une reconstitution de ce cabinet de curiosité en petit, avec les mêmes objets finalement que ceux que l'on voit, qui datent donc du XVIe siècle, que l'on voit sur le frontispice de son catalogue. Je voudrais vous parler donc de quelqu'un d'étonnant qui est Elias Ashmole. Elias Ashmole, je dirais que c'est un coureur du pont, ou plutôt un coureur de dot, dans la mesure où ce qu'il va rechercher, c'est surtout augmenter sa propre fortune dans un but, c'est évidemment de pouvoir être à l'aise pour constituer une collection conséquente. Donc il va finir quand même par se marier. Sa femme va décéder assez rapidement en couche. Il va soutenir le roi à l'époque dans sa lutte interne, donc pendant la guerre civile. Il obtiendra des postes relativement importants en échange, c'est donc une récompense, et notamment des postes militaires. Et cela n'empêche pas donc de constituer une collection absolument exceptionnelle. Et je vais vous reparler d'un autre Anglais, plutôt d'un couple d'Anglais, c'est le père et le fils. Il s'agit de John Tradescent et son fils. John Tradescent et son fils constituent une collection absolument phénoménale, particulièrement d'histoire naturelle. On reproche beaucoup à Elias Ashmole d'avoir récupéré, de s'être accaparé quelque part de la collection de ces deux personnages. N'empêche que, bon, je vous passe tous les détails, je dirais, d'ordre privé, à savoir que la veuve du fils va contester
cette acquisition. N'empêche que les deux collections, celle de Ashmole et celle d'Étradescentes, vont constituer une collection absolument phénoménale qui va se retrouver entre les mains de l'Académie de la faculté de Cambridge. Si vous allez un jour en Angleterre, allez visiter, il y a ce qu'on appelle l'Ashmolean Museum, qui est un concentré d'objets absolument extraordinaires qui viennent de toute la planète et qui donc est la résultante de ces deux concentrations de grandes collections. Un autre personnage qui lui est un petit peu plus au nord, c'est la Hollande. Nous sommes donc avec Albertus Sebas. Albertus Sebas est apothicaire. Albertus Sebas a une fortune importante. Il va constituer un cabinet de curiosité plutôt axé sur l'histoire naturelle. Il s'installe à Amsterdam. Et cette collection a deux intérêts. Le premier, c'est que ça va être le premier à faire un vrai grand catalogue en 446 pages, un thésaurus de 446 pages, avec certaines pages d'ailleurs qui sont doubles. Ce thésaurus va être vendu, ainsi que la collection, sa première collection va être vendue au tsar de Russie, Pierre Ier, ce qui est étonnant parce que lorsqu'on sait ce que c'est que la collection, l'acquisition d'objets pendant des années, on y a forcément un attachement important. Je n'ai jamais réussi à comprendre comment Albertus Sebas a réussi à vendre cette première collection. Il en a constitué une deuxième, donc après 1717, laquelle il vend sa première collection, à peu près autour de 1732, il vend, juste avant de décéder, sa deuxième collection, un certain nombre de choses qui vont arriver dans les collections des plus grands muséums d'histoire naturelle français, à savoir le Muséum d'histoire naturelle de Paris, mais aussi celui de Londres. Albertus Sebas, à travers donc les 446 pages de son catalogue, il va aussi innover dans la mesure où il va être le premier à faire représenter ces objets, parce que vous l'avez compris, ce catalogue, ce sont ces objets de ses collections, les objets de ses collections qu'il a sélectionnés et qu'il veut représenter en peinture, ce qui lui coûte évidemment une fortune. Ils sont représentés en couleur, ce qui est rare, surtout à cette époque. Et deuxièmement, ce qui est important, c'est qu'il va les représenter souvent, ces objets, dans leur contexte. Pour moi, qui ai beaucoup lu sur ces sujets, je pense que c'est quelque part la résultante, c'est pas la résultante, c'est avoir une conséquence, c'est ce qu'on trouve dans les muséums d'histoire naturelle de toute la planète, surtout au XVIIIe siècle, XIXe siècle, à partir où ils commencent à se dessiner, c'est ce qu'on appelle les dioramas. En gros, donc, ce que fait Sebas, c'est qu'il demande qu'un certain nombre de ces objets, je prends un exemple, un carquois, c'est relativement aléatoire, voir un carquois, ça n'a pas un grand intérêt, on vous montre un carquois d'Indien, je ne sais pas certain ce que vous saurez forcément ce à quoi ça correspond. L'objectif, c'est justement de montrer sa destination. Car l'objectif derrière tout ça, de tous ces curieux, c'est bien que la connaissance progresse. Donc il va représenter un carquois porté par un Indien, lui-même installé dans un décor qui correspond au milieu dans lequel il a été prélevé. Si vous prenez également un crabe, plutôt que de le représenter simplement, il va le représenter dans des laisses de mer. Ce qu'on appelle les laisses de mer, c'est ce qui est cette frange littorale laissée par la mer à cause du ressac de la mer. Donc c'est un des premiers à faire ça. Nicolas Fabrique de Peiresc, d'abord c'est quelqu'un d'important, il a des fonctions importantes, donc une fortune importante. Il habite à Aix-en-Provence, tourné vers le Levant, ce qui va lui permettre donc d'être en relation avec d'innombrables, alors c'est ce qu'il appelle lui ses rabatteurs, d'innombrables rabatteurs, ce sont des personnes qui peuvent être aussi différentes que des professeurs d'université, des savants, des marchands, beaucoup de marchands qui se déplacent donc dans tous les ports de la Méditerranée et qui lui ramènent des objets, mais pas seulement des objets. Donc il faut savoir, juste pour donner le niveau du personnage de Nicolas Fabrique de Peiresc, c'est un ami intime de Gassendi. Gassendi, c'est un personnage très intéressant, puisque avec lui, ils ont réussi les premiers à cataloguer et à dessiner les cratères de la Lune. C'est un vrai travail scientifique. Gassendi est un astronome, est un mathématicien. Il a parmi ses connaissances importantes également Galilée. Comme il est juriste, il va l'aider pendant son procès contre le pape. Il est également choisi
par la reine Catherine de Médicis pour l'aider à choisir un certain nombre d'objets. Il a acquis une expertise dans la beauté des objets et dans la diversité des objets que personne, certainement à son époque, n'a. Sa maison est entourée d'une ménagerie, d'un jardin botanique. Il fait créer donc par son ami Gassendi au sommet de sa maison un observatoire qui va lui permettre donc de faire ses dessins des premiers cratères de la Lune. Et surtout, il est le vecteur en France de l'arrivée, et même en Europe, d'une science qu'on appelle l'égyptologie. Il se tourne beaucoup vers l'Égypte, il récupère énormément d'objets. Juste pour donner une petite idée, en dehors des objets plus classiques que sont donc les naturalia, donc tout ce qui est objet d'histoire naturelle, il possédait une collection d'à peu près 18 000 pièces et médailles. C'est énorme. On considère que sa collection de manuscrits était d'à peu près 6 000. Il échange lui-même d'ailleurs beaucoup de lettres, et aujourd'hui elles ont été conservées. J'ai lu des chiffres qui sont très variables, entre 15 000 et 40 000 lettres d'échange avec tous les savants de l'Europe, parce que son but, vraiment c'est pour cette raison que je pense c'est certainement d'ailleurs le plus important des curieux de cette période-là, c'est que son intention, c'est vraiment de faire progresser la science en particulier. Il devient linguiste, il s'intéresse au contenu évidemment des hiéroglyphes qui ne sont pas encore bien sûr analysés, mais en tout cas il s'intéresse aux textes qui peuvent y faire référence en grec. Il a des échanges donc avec tous les savants de l'époque. Et parmi sa collection, il y a 200 tableaux. Eh bien, le Caravage, par exemple, est un des peintres qu'il va faire venir en France, qu'il va introduire à travers les tableaux en France. Juste pour la petite histoire, lorsqu'il est enterré, lorsqu'il est à côté de son tombeau, il demande à ce que deux tableaux donc de Caravage soient installés. Il y a bien sûr des Tintorets, des Poussins, etc. Je vous invite à lire un jour un livre d'un de mes très bons amis qui s'appelle Sidney Aufrère, qui est un des grands égyptologues français, qui a écrit un bouquin sur lui. Ce bouquin s'intitule, je ne l'ai pas ici, s'intitule La momie et la tempête. C'est un bouquin qui explique très très bien toutes ces relations, tout ce réseau extraordinaire que conçoivent en général tous les grands curieux de l'époque, mais particulièrement Nicolas Fabry de Peiresc. Ce bouquin est absolument passionnant, je vous invite à le lire. Je voudrais vous parler également de Christophe-Paul de Robien. Christophe-Paul de Robien, il est à Rennes, il a une position importante dans la société, puisqu'il est d'abord conseiller au Parlement de Bretagne, il devient président du Parlement de Bretagne. Christophe-Paul de Robien est un esthète. Il accumule, alors lui c'est pareil, il a une vie assez curieuse. Il se marie avec une femme qui a 12 ans, qui mourra à l'âge de 26 ans, qui aura quand même 7 enfants entre les deux, on comprend qu'elle soit épuisée. Et il constituera une des collections les plus extraordinaires qui existent en France, à peu près 8000 objets, qui se retrouvent aujourd'hui dans un cabinet de curiosité reconstitué. Je vous ai apporté le livre qui a été édité récemment, qui se trouve, donc ce cabinet de curiosité a été reconstitué, il existait déjà, mais réaménagé au musée de Rennes, au musée des Beaux-Arts de Rennes. Il y a à peu près tout ce que vous pouvez imaginer d'extraordinaire, bien sûr beaucoup d'œuvres d'art, de peinture, d'orfèvrerie, de sculpture, toutes les choisies évidemment dans ce qu'il y a de plus précieux à l'époque. C'est l'un des premiers aussi à introduire en France et en Europe les chinoiseries. C'est l'un des premiers à s'intéresser à cet art chinois que l'on connaît mal, qui arrive évidemment par les prémices de la Compagnie des Indes. Je vais m'arrêter là avec lui parce qu'il y a un autre personnage que tout le monde connaît dans la région, c'est Bonnier de la Mosson. Joseph Bonnier de la Mosson, c'est aussi un personnage haut en couleur en France parce qu'il constitue, alors vous connaissez tous son existence à Montpellier, il est le fils du trésorier des États du Languedoc, sa fortune est considérable. Il va créer un endroit superbe, malheureusement aujourd'hui en ruine. Il faudrait à peu près 26 millions d'euros, d'après ce que j'ai lu récemment, pour restaurer ce magnifique palais. Il constitue quand même à Montpellier une importante librairie. Alors, ce qu'on appelle une librairie à l'époque, évidemment, c'est une bibliothèque. Avec l'intention, encore une fois, parce que je crois que c'est vraiment ça qui compte dans l'esprit des curieux, c'est de partager, de faire augmenter la connaissance
y compris à des couches plus, je dirais, plus basses de la société. Donc il a un objectif, c'est qu'à travers cette bibliothèque, d'autres puissent en profiter, des savants évidemment, mais aussi d'autres types de personnes qui peuvent faire des demandes. Là où je veux en venir par rapport au cabinet de curiosité, c'est qu'il constitue un cabinet de curiosité absolument phénoménal, rue Saint-Dominique à Paris, qui comporte 7 pièces. 7 pièces, c'était exceptionnel à l'époque. Quand je vous dis cabinet de curiosité, ça me permet de revenir un petit peu sur le concept. Je vous l'ai dit, c'est un endroit forcément un petit peu intime, dans lequel on aime se retrouver, montrer ses objets, accumuler des objets, faire rencontrer les objets pour que ça génère chez soi une véritable passion et surtout des réflexions que l'on va pouvoir ensuite exporter avec d'autres curieux. Le cabinet de curiosité, je fais juste cette parenthèse, c'est à minima un meuble. Vous savez que les cabinets, ce qu'on a appelé les cabinets, ce sont des meubles absolument somptueux. Si vous voulez voir les plus beaux que je connaisse en Europe, ce sont ceux de la famille des Borromée, aux îles Borromée, sur le lac Majeur en Italie. On utilise à peu près tous les matériaux précieux disponibles à l'époque. Les bois précieux, c'est l'amarante, c'est le palissandre Santos, le plus beau. C'est évidemment l'ébène qui donnera son nom aux ébénistes. C'est l'écaille de tortue, ce sont les métaux précieux, ce sont les roches en plaques, plaquées dessus, comme le lapis-lazuli, comme l'ambre éventuellement, qui n'est pas vraiment une roche puisque c'est une résine fossile. Mais tous ces objets les plus précieux vont constituer des meubles absolument somptueux. Quand ça se résume à ça, en général, ce que font les curieux, ce qui intéresse les curieux, c'est la numismatique. Donc toute la collection des pièces, vous savez qu'il y a des pièces absolument admirables de l'époque antique, qui se regroupent donc dans des tiroirs. Dans ces cabinets, il y a souvent des tiroirs relativement fins dans lesquels on installe ces collections numismatiques. Je vous ai dit 18 000 pièces dans la collection de Nicolas Fabry de Pérez, qui est considérable. On se procure bien sûr ces objets un peu partout sur la planète grâce à des rabatteurs, grâce à des marchands qui commencent à exister et qui vendent des collections complètes. Et on trouve aussi dans ces cabinets, sous forme de meubles, des objets qui sont le plus plats possible, parce que vous avez compris que ce sont des objets, des meubles qui ne sont pas forcément très très grands. Et en particulier, un objet très recherché à l'époque, c'est la paésine. La paésine, en Toscane, vous avez des carrières d'un calcaire relativement poreux qui va absorber des oxydes métalliques, en particulier bien sûr du fer, mais aussi ce qu'on appelle la pyrrolysite, donc qui est en fait du manganèse, qui va colorer ces roches et dessiner des paysages un peu ruiniformes, absolument magnifiques. D'ailleurs, un petit peu, parfois certains ressemblent à certaines peintures que l'on retrouve au XVIIIe siècle en France. Il suffit d'aller au musée de Montpellier, vous en verrez une multitude, puisqu'il y a eu une exposition l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Donc c'est ce qu'on appelle donc des paésines, les pierres paysages. Et on retrouve également d'autres curiosités qui sont encore des roches, ce qu'on appelle des dendrites de pyrrolysite. Je vous ai parlé des manganèses. Le manganèse parfois s'infiltre dans des roches extrêmement poreuses, gélives. Cela procure des dessins absolument magnifiques que l'on prend d'ailleurs parfois pour des fossiles de fougères, comme il en existe dans les roches, les schistes du Stéphanien supérieur, par exemple à Saint-Étienne. Donc ces objets sont très très prisés à cette époque. Parfois ils sont même agrémentés d'ailleurs d'un pourtour en laiton pour les magnifier encore un peu plus. Je vous parlais donc de ces meubles. Il y a évidemment à minima la pièce. Eh bien, Bonnier de la Mosson ne se contente pas d'une pièce, il va faire de son cabinet le plus grand, le plus important de l'époque, puisqu'il y a donc 7 pièces. Et c'est le premier à chercher à, quelque part, sérier, organiser sa collection à travers des pièces, c'est-à-dire regrouper les éléments qui peuvent se regrouper. Je vous ai parlé tout à l'heure des naturalia, je ne reviens pas toujours sur ce langage que l'on utilise en permanence, qu'on oppose les naturalia et les artificialia. Les artificialia, c'est donc toute la production humaine. Dans les artificialia, on rajoute
souvent un grade supérieur ou un grade inférieur plutôt, qui sont les scientificas. Les scientificas sont des objets que l'on va faire reproduire, des machines que l'on va faire reproduire, qui sont des machines qui peuvent dater de l'Antiquité, que l'on va faire reproduire sous forme de maquettes et que l'on intègre dans des collections. Dans ces collections d'ailleurs d'objets qui sont censés représenter des productions humaines un peu ultimes, eh bien, on trouve aussi de plus en plus ce qu'on appelle les boules de Canton. Les boules de Canton, ce sont des boules qui viennent, comme leur nom l'indique, de Canton, donc on les découvre évidemment avec la découverte de la Chine. Ce sont des objets qui sont taillés dans le roc, donc souvent ce sont des minéraux assez durs. Ce sont également des matériaux comme l'ivoire, dans lesquels on va tailler, par exemple dans un dodécaèdre, une multitude de petites sphères. Il peut y avoir jusqu'à 36 petites sphères. Ce sont des objets, des prouesses technologiques, des prouesses d'art, des prouesses d'artisans que l'on va intégrer dans ces collections. Or, Bonnier de la Mosson est le premier justement à avoir cette complétude, je dirais, dans la collection. Ça va des objets les plus simples de la création naturelle, donc des objets d'histoire naturelle, à des objets plus évolués qui sont des produits d'artisanat mais très haut de gamme, et à ces objets encore presque ultimes qu'on appelle donc les scientificas, qui sont des maquettes, etc. Juste pour vous donner une petite idée, pour illustrer son cabinet de curiosité, il va faire sur 8 feuilles, il va faire dessiner par un architecte dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse, il va faire dessiner sur des feuilles qui mesurent entre 1,80 m et à peu près 1,30 m de haut, l'intégralité de sa collection. On y voit, c'est un témoignage absolument extraordinaire parce qu'on y voit l'intégralité donc de sa collection, donc des objets qui sont dedans, parfois que l'on devine, mais en tout cas ça donne une petite idée de l'extravagance quelque part de sa collection. Et on y voit aussi ce Moby Dick qui est vraiment magnifique. Si vous voulez voir le dernier morceau qui reste de ce cabinet de curiosité, il suffit d'aller à la médiathèque du Muséum d'histoire naturelle de Paris et vous avez le dernier morceau qui reste de ce qu'avait racheté Buffon pour enrichir le cabinet du roi, qui était d'abord, comme vous le savez, un droguier dans lequel on conservait les drogues destinées à la famille royale pour soigner la famille royale, qui est devenu ensuite un cabinet de curiosité en lui-même. Donc Buffon rachète ce cabinet à la mort de Bonnier de la Mosson, et le dernier morceau se trouve dans cette médiathèque du Muséum d'histoire naturelle. Il faut absolument le voir, c'est un des plus beaux endroits pour voir des cabinets de curiosité. Je voudrais parler également d'un personnage pour lequel j'ai énormément d'affection. Ma cousine Anita comprendra pourquoi. Il s'agit de Clément Lafaille. Clément Lafaille, c'est un savant qui s'installe à La Rochelle. Il est natif de La Rochelle. Il va faire ses études à Toulouse. Il devient avocat, puis prend une charge importante à l'époque. Il est contrôleur ordinaire de la guerre, enfin des guerres, de l'armée. Et il va se passionner, comme il habite au bord de la mer, et c'est pour ça que je disais que ça va intéresser Anita de Langlade, c'est qu'il s'intéresse aux coquillages. Et évidemment, à l'époque, on n'appelle pas ça des coquillages, on ne les appelle pas comme ça, on les appelle des cagouilles. Et quand je dis qu'il s'y intéresse, c'est qu'il va aller jusqu'à produire un certain nombre d'écrits qui va le faire connaître en dehors de la France et en dehors même de l'Europe. Il s'intéresse aussi, évidemment, puisqu'il est proche de la mer, aux coquillages que sont les huîtres et les moules, puisqu'on commence à cette époque à beaucoup produire des huîtres, donc à la culture des huîtres. Son cabinet de curiosité est presque resté dans son jus au Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle. Je vous invite vraiment à aller le voir, c'est un endroit absolument magnifique. Alors, il date du fin XVIIe siècle. Il a été entièrement restauré il n'y a pas très longtemps par un ébéniste de la région que je connais. C'est un endroit absolument extraordinaire. C'est donc ce cabinet de curiosité qui a donné son nom au Muséum d'histoire naturelle actuel de La Rochelle, qui s'appelle le musée Lafaille. Le dernier dont je voudrais parler, c'est Jean Hermann. Jean Hermann, c'est un habitant de l'Alsace qui deviendra allemande, donc une partie des collections ont constitué à un moment le Muséum d'histoire naturelle de Strasbourg.
ont été reprises par les universités allemandes, puis revenues en France. Je vous passerai toute cette histoire. Le cabinet Hermann, c'est intéressant aussi à voir, d'abord parce qu'il a été reconstitué dans le Muséum d'histoire naturelle de Strasbourg. Hermann, c'est un homme du XVIIIe siècle, il meurt en fait en 1800. Sa veuve vend à la ville en 1804 son cabinet de curiosité, qui a donc été reconstitué en partie dans le Muséum d'histoire naturelle que vous pouvez voir aujourd'hui. Jean Hermann, il est connu pour avoir découvert le phoque moine, ce qui n'est pas rien. C'est un naturaliste, c'est un médecin, c'est également un professeur d'université, il enseigne l'histoire naturelle, mais c'est surtout un très grand collectionneur. Son cabinet de curiosité comprendra également des milliers d'objets d'histoire naturelle. Alors quand je vous parle de cabinet de curiosité, vous avez compris que petit à petit, on glisse du cabinet de curiosité qui essaie de regrouper un petit peu tout ce qu'il y a de production dans le monde, la recherche d'altérité que l'on commence à découvrir, enfin qui s'amplifie, je dirais, avec les premiers voyages de circumnavigation, qui veut que finalement on va chercher des objets, on va chercher des anecdotes, on va chercher des informations sur autrui, sur les personnes que l'on ne connaît pas encore, toutes ces civilisations qu'on ne connaît pas encore. On le retrouve aussi évidemment dans les objets. Le dernier donc, dont je voulais vous parler, c'est Jean Hermann, parce que c'est certainement l'un de ceux, avec peut-être Nicolas Fabry de Pérez, qui est beaucoup plus ancien, évidemment, qui est un personnage d'une autre époque. Ils ont reçu énormément de monde dans leur cabinet. Le cabinet de curiosité, non seulement des œuvres écrites sont échangées avec l'ensemble des curieux de la planète, c'est pour cette raison qu'on peut considérer quand même que ça reste un phénomène très élitiste. Le cabinet de curiosité de Jean Hermann a été probablement vu, c'est un calcul qui a été fait, j'avoue que je ne sais pas très bien comment, mais on pense qu'à peu près 3500 personnes de toute l'Europe sont venues le visiter, ce qui est considérable. À cette époque, à l'époque où on a du mal encore à se déplacer, 3500 personnes, c'est absolument énorme. Je voudrais juste, parce que je suis lyonnais, faire juste une dernière petite incursion avec deux autres personnages que j'apprécie beaucoup, qui ont légué leur collection, qui est aujourd'hui malheureusement fondue dans le Muséum d'histoire naturelle, qui est devenu le Musée des Confluences de Lyon. C'est les frères de Monconis. Les frères de Monconis sont deux frères fortunés. Leur père était le plus grand personnage du commerce lyonnais de cette époque. Et donc ils ont une fortune conséquente. Gaspard de Monconis est le moins mobile, le plus statique. Il va constituer le début de la collection. Son frère Balthazar est beaucoup plus mobile. Il partira d'ailleurs avec des grands personnages de l'époque, comme le duc de Luynes à Rome. Il repartira avec un autre personnage du même type en Angleterre, à nouveau en Italie. Il découvrira la Grèce. Bref, il accumule énormément d'objets. Et d'ailleurs, une chose intéressante chez Balthazar de Monconis, c'est également aussi un personnage qui a un intérêt parce que c'est l'un des premiers. On parle de temps en temps de Marco Polo, qui a beaucoup écrit sur ce qu'il a vu. Bien sûr, c'est une tradition qui existe avec des gens comme Alcide d'Orbigny, etc., qui écrivent beaucoup sur ce qu'ils voient, qui restent d'ailleurs dans des pays comme l'Argentine, etc., l'Amérique du Sud, pour décrire les personnages et la façon de vivre de toutes les civilisations dans lesquelles ils vont. Balthazar de Monconis, finalement, c'est un petit peu le guide du retard. C'est l'un des premiers à écrire tout ce qu'il voit et à faire donc écrire des livres entiers qui vont être diffusés, qui vont être publiés, qui vont être échangés et qui vont permettre de mieux connaître l'altérité. La découverte de l'altérité, c'est pas simplement à travers les objets, c'est aussi à travers, je pense, les écrits. Et donc tout ce que font ces hommes qui sont finalement les premiers ethnologues de notre planète, eh bien, contribue à une meilleure connaissance, à un enrichissement permanent de la connaissance. Un cabinet de curiosité, quelque part, c'est un ensemble d'objets dans lequel, c'est un endroit dans lequel on rassemble un ensemble d'objets qui sont très représentatifs de l'intérêt du curieux. Évidemment, un curieux plutôt du style de Rodolphe II
qui a d'énormes moyens et qui peut s'acheter à peu près à l'époque tout ce qu'il veut, s'attire évidemment des objets exceptionnels que personne ne pourra jamais accueillir. C'est le cas de Louis XIV, qui, si un jour vous allez visiter la magnifique galerie d'Apollon, vous y verrez un nombre d'œuvres extraordinaires, en particulier issues de la glyptique. La glyptique, c'est l'utilisation de roches et de minéraux rares pour en faire des objets. Vous avez des aiguières en cristal de roche, des coupes en lapis lazuli, en cornaline, etc. Donc tous ces objets, évidemment, ont un prix. Évidemment, tous les grands princes peuvent se permettre d'acquérir tous ces objets. Quelques grands personnages dont je vous ai parlé, comme Christophe Paul de Robien. Mais en revanche, une chose est relativement simple à rapporter, ce sont évidemment les objets d'histoire naturelle. Ils se trouvent dans la nature. Malgré tout, certains objets prennent une valeur absolument considérable aux yeux de certains curieux. Je vais en citer quelques-uns. Le premier dont je voudrais vous parler, c'est le tridacne gigas. Le tridacne gigas, ça fait partie de toutes les illustrations qui représentent donc les cabinets de curiosité à cette époque-là. On le représente toujours parce que c'est le plus grand coquillage de la planète. Certaines valves peuvent à peu près faire la taille de ce bureau, c'est-à-dire entre 1,30 m et 1,40 m de long. C'est un coquillage qui peut peser jusqu'à 250-260 kg pour les plus gros. Il est aujourd'hui extrêmement rare, donc, parce qu'il a disparu de la surface de la Terre en raison des activités humaines, parce qu'il a été consommé aussi, parce que c'est un animal qui vivait en mer Rouge, qu'on ne trouve pratiquement plus aujourd'hui qu'en Micronésie, autour des îles Marshall. Les îles Marshall, c'est un petit archipel qui se trouve au nord-est de l'Australie. Ce coquillage donc, a été toujours très prisé, parce que d'abord, c'est le plus gros coquillage de la création. Dans toutes les civilisations pacifiques, ces coquillages ont servi à produire des objets rares, des bracelets, des parures. On s'en est servi pour fabriquer des hameçons. Les hameçons étaient quelque chose de très précieux dans ces régions-là. Si vous voulez voir deux spécimens absolument somptueux, il faut aller voir ce qui se trouve aujourd'hui dans l'église Saint-Sulpice à Paris. Vous en avez deux de part et d'autre de l'entrée. Qu'ils reposent sur des socles qui ont été conçus spécialement pour eux, faits par Pigalle. Et vous verrez que ce sont des animaux incroyables. Vous en avez deux autres qui sont absolument extraordinaires à voir aussi, qui sont dans l'église romane de Mornac-sur-Seude, en Charente-Maritime. Tridaknos, en grec, ça veut dire qui mord 3 fois. Il y a une légende qui dit en gros que ce coquillage, qui est donc en fait, vous en avez certainement tous vu, puisque c'est ce qu'on appelle le bénitier, tout simplement, ce sont en fait, sur la bordure de chaque valve, vous avez 3 énormes dents qui se croisent comme ça, et donc il y a toute une légende qui a existé dans l'histoire. Personnellement, je ne sais pas si ça a pu être prouvé un jour. Il y a eu peut-être des accidents, mais en tout cas, on a dit que cet animal était capable de manger un homme. Et donc, il y a bien sûr, un certain nombre d'histoires comme ça qui transitent et qui fait que cet animal a une grande valeur dans les cabinets de curiosité. Un autre incontournable, je vais vous le montrer tout à l'heure en vous montrant ce livre. Je le montre juste comme ça. C'est La licorne et le bézoard. Ça n'est pas pour rien que cette énorme somme de documentation sur les cabinets de curiosité montre le bézoard. Le bézoard, c'est un objet mythique. Il s'agit en fait d'une sécrétion stomacale d'une variété de caprins, donc de la famille des capridés, donc une chèvre. On le trouve à cette époque, on le trouve encore aujourd'hui d'ailleurs, en Inde, et ceux qui ont le plus de valeur viennent d'Amérique du Sud, particulièrement du Pérou. C'est un objet assez extraordinaire, forcément rare, puisque c'est une sécrétion, c'est un calcul biliaire quelque part, enfin c'est un calcul stomacal, et donc c'est rare. Il est relativement léger, et il a cette propriété affichée depuis on ne sait exactement quand, d'être capable de supprimer tout risque d'empoisonnement. Et donc le premier à vouloir démontrer que c'est une erreur, que c'est une affabulation, eh bien c'est quelqu'un que vous connaissez tous de nom, Ambroise Paré. Ambroise Paré qui a travaillé donc c'était un chirurgien militaire, donc il travaille beaucoup sur le nettoyage des plaies, etc. Mais il a une passion aussi, c'est le poison. Et il va être le premier à vouloir démontrer que le bézoard n'a aucune capacité à supprimer l'empoisonnement d'une personne. Et il va avoir l'occasion un jour, très simplement, un condamné à mort
demande à ses juges de pouvoir, au lieu d'échapper, enfin pour échapper au poison, de pouvoir boire une potion contenant du bézoard, et évidemment il va mourir. Donc c'est Ambroise Paré qui va pouvoir enfin démontrer que le bézoard n'a aucune action sur un quelconque empoisonnement. Monodon monocéros, qui est le nom du narval, c'est un animal qui a été découvert très tardivement. Pendant très longtemps, on a associé donc cette corne assez extraordinaire torsadée, qui aujourd'hui d'ailleurs, juste je vous le dis je l'ai dit pour information, c'est un objet qui aujourd'hui encore, dans les ventes aux enchères, peut atteindre des prix équivalents à peu près entre 30 et 40 000 euros pour les plus beaux. Donc ce sont des cornes, en fait c'est une incisive, l'incisive gauche et antérieure de cet animal qui se développe curieusement de cette façon-là. On n'a jamais réussi d'ailleurs pour l'instant à identifier la raison pour laquelle cette corne existe. En tout cas, elle va faire l'objet, probablement, la légende vient probablement d'Inde, elle progresse vers l'Europe, et donc déjà pendant l'Antiquité, on considère que cette corne a des valeurs extraordinaires, une valeur extraordinaire parce qu'elle est capable de supprimer n'importe quelle maladie, et en particulier, c'est un magnifique antidote au poison. Évidemment, il va falloir démontrer que le contraire, et c'est lorsqu'on trouvera sur les rives du Spitzberg la première tête entière de ce cétacé que l'on va comprendre qu'il s'agit en fait d'un animal tout à fait indépendant de la fameuse licorne, qui d'abord est une sorte de chèvre qui évolue dans le temps. D'ailleurs, dans les illustrations de l'époque, elle évolue plutôt vers un cheval. On voit souvent des illustrations de la licorne sous forme d'un cheval, alors que initialement, elle a été représentée avec un corps un peu médian entre une chèvre, un cheval, etc. Donc je vous remercie, j'espère que c'est intéressant. Je vais vous montrer ultérieurement, juste après, quelques livres qui me paraissent absolument essentiels quand on s'intéresse à la curiosité. Je vous remercie tous de votre accueil.